bonsoir à toutes et à tous. Donc cette conférence gesticulée va commencer par une devinette. Donc, vous venez d'entendre le premier indice, il va y en avoir deux autres. Donc je vous livre tout de suite le deuxième. Donc c'est une adaptation que ce petit oiseau a mis en place. C'est qu'en fait au printemps, le mâle il va faire entre 3 à 4 nids, ce qui va permettre à la femelle d'en choisir un, d'y pondre ses œufs, de les couver. Et lors de l'éclosion, c'est le mâle en fait qui va élever les oisillons jusqu'à leur envol. Ce qui va permettre en fait à la femelle de choisir un des autres nids et d'assurer comme ça une deuxième nichée et d'avoir plus de petits pour assurer la reproduction et survie de cet petit oiseau. Et donc ça c'était le deuxième indice. Je vous donne le troisième indice. Le troisième indice c'est l'histoire, une histoire que Jean-Luc Lequelec, un anthropologue, m'a racontée. C'est l'histoire d'un saint qui se situe en Irlande. Et cette histoire raconte que ce saint il s'est recueilli pendant 7 années au niveau d'un tout petit trou, au niveau d'une falaise, qui a prié en fait de cette manière-là l'ensemble des êtres vivants, et notamment les oiseaux, mais aussi les arbres. Et en fait, à chaque printemps, cet oiseau venait au creux de ses mains pour y faire un nid à chaque fois. Il y a même une variante de cette histoire qui raconte que quand ce saint est sorti au bout des 7 années de ce petit trou, il s'était prosterné devant lui pour le remercier de toutes ses prières. Donc je ne sais pas si ça a permis à certaines d'entre vous d'identifier ce petit oiseau qu'on retrouve dans le bocage. Ah, il y a une pro dans le groupe. Il y a une équipe de randonneurs en fait qui est là. Bah, ça n'empêche pas. J'aurais dit un pouillot, mais je suis pas sûr. Une alouette. Non, c'est une alouette. Pouillot, mésange. Mais, non, c'est pas la mésange. C'est vraiment un tout petit oiseau, très territorial. Un roitelet. Ouais. Ah, c'est troglodyte. C'est le troglodyte mignon. Donc l'indice c'était la notion du temps. Donc si je vous ai raconté cette histoire pour commencer cette conférence gesticulée, c'était aussi pour me présenter, puisque j'ai un point commun avec ce saint, c'est que c'est le Saint Kevin. Je crois que c'est le seul. Donc pour moi, j'avais pas, voilà, je me suis pas recueilli pour pouvoir prendre des décisions, observer, etc. Mais depuis tout petit, en fait, je me balade dans les champs, dans les chemins, dans les forêts. Et puis, voilà, d'année en année, ça s'est amplifié, notamment à l'âge de 7 ans, quand mon grand-père il est décédé. Du coup, du côté de mon père, c'était tous les 15 jours, il fallait aller à la messe le dimanche matin avec le repas de famille et puis la balade. Et puis j'avais repéré assez rapidement qu'entre septembre et puis janvier, mon père il évitait la messe pour aller à la chasse avec ses copains. Donc comme je ne le voyais pas beaucoup et qu'en même temps j'aimais bien me balader, j'ai demandé aussi rapidement, donc c'était encore des occasions pour moi d'aller me balader. Et puis comme ça, de fil en aiguille, donc là ce soir il y en a qui font un GR aussi, là, le 10, moi j'ai fait aussi le GR20, donc c'est de traverser du nord au sud de la Corse. Et à chaque fois c'est lors de balades comme ça où j'ai fait des choix dans ma vie, où en tout cas il y a eu des prises de conscience, comme par exemple lors du GR20, là où j'ai grandi, j'ai pas manqué, on va dire, d'un point de vue matériel. Et puis c'est lors de grandes randonnées comme ça où on part avec à manger pour un jour ou deux, pas réussi à gérer les stocks, du coup on mange pas ou pas à chaque repas, apprendre à faire sa lessive ou à se laver à l'eau froide, ce genre de petites choses aussi. Et puis de fil en aiguille, ça m'a amené à travailler pour une association sur le nord de Sèvres, Bocage-Pays-Branché. Et pendant 5 années, j'ai été payé à me balader, à aller à la rencontre en fait de paysans, d'agriculteurs sur la commune, pour faire ce qu'on appelait des PPR, donc qui était un document en fait annexé au PADD, qui est lui-même une annexe au PLU, qui a remplacé le POS suite à la loi des SRU, et tout ça en cohérence avec le SCOT. Donc, en fait c'est tout simple, je faisais des plans paysagers ruraux, qui étaient annexés au plan d'aménagement et développement durable, lui-même annexé au plan local d'urbanisme, qui a remplacé le plan d'occupation des sols, suite à la loi Solidarité Renouvellement Urbain de 2001. Et tout ça en cohérence avec le schéma de cohérence territoriale. Si je vous raconte tout ça, c'était pour écrire cette conférence gesticulée, on a fait différents ateliers, notamment un atelier autour de la langue des bois et de l'utilisation des sigles.
Et donc là, voilà, avec cet exemple autour de ces cycles-là, et que en fait, eh ben, on peut vite se retrouver dans un groupe de personnes dans un domaine où on va utiliser ces sigles et du coup pas se faire comprendre en fait des autres. Et on s'amusait, une fois qu'on avait repéré tous ces cycles dans le domaine en fait, dans lequel on est, et on a exercé, et ben, on s'amusait à transformer ces sigles pour leur faire dire vraiment ce qu'ils veulent dire par rapport à là où on se positionne. Et donc par exemple, plan d'aménagement développement durable devenait planète à détruire définitivement. La solidarité au renouvellement urbain est devenue la soumission des ruraux par les urbanistes. D'où l'histoire un petit peu du titre de la conférence. Jusqu'où les ruraux soumettront-ils aux urbanistes? Et un petit peu donc c'est pour ça que je prends le temps de vous raconter de cette petite histoire. Pour plusieurs choses, déjà que même si je suis tout seul là devant vous, ça a été aussi une écriture partagée. Et que le ruraux, urbanisme, pour moi c'est des images. Du coup, pour moi les ruraux c'est les gens, travailleurs, paysans, retraités, chômeurs, voilà, plutôt des gens qui sont dominés face aux urbanistes, d'où la question de cette soumission. Et les urbanistes, pour moi, c'est les gens qui détiennent le capital, alors, aussi bien au niveau de brevets qu'ils ont pu déposer, que de la terre, que sur l'aspect financier. Et donc la question de jusqu'où, par rapport à cette question du paysage et de l'aménagement du territoire, jusqu'où les ruraux vont se faire dominer par les urbanistes. Et donc pour ça, avant de partir à la rencontre en fait, de gens qui m'ont amené en fait à arrêter de travailler pour cette association, parce que du coup j'allais à la rencontre des paysans, des agriculteurs, pour recenser en fait l'ensemble des haies, des zones humides, et ce travail, cette cartographie du travail que je menais avec eux, et du rapport que ces paysans et agriculteurs avaient avec ces éléments du paysage, je le retranscrivais en carte, et ça aidait en fait les élus à faire leur choix sur ce qui pouvait être urbanisé ou non, les zones naturelles, les zones agricoles, etc. Et ce qu'on m'avait dit quand j'avais commencé ce travail et auquel je croyais, c'est qu'en faisant ça et en organisant le territoire de cette sorte, ça permettrait à ce qu'il n'y ait pas une diminution du nombre d'agriculteurs sur la commune, puisque en fait, le fait de recentrer l'urbanisation autour des terres, l'argument qui a été donné, c'est que ça va, comme il y a des surfaces épandables sur chaque ferme, ça allait en grignoter moins, et donc comme ça permettre de maintenir un tissu agricole, quoi. Sauf qu'au bout de quelques années de ce travail-là, et que c'est ça que je racontais aux agriculteurs, quand il y en a un qui m'a dit ouais, mais comment est-ce que tu peux m'expliquer alors que ça finit, il n'y a pas d'installation, et puis le nombre d'agriculteurs finit toujours de chuter, quoi. Voilà. Ouais, peut-être un truc là qui fonctionne pas trop, quoi. Donc ça va parler un petit peu, ça va parler de ça aussi. Donc pourquoi j'ai arrêté de travailler pour cette association et de collaborer du coup auprès des urbanistes pour les aider en fait à continuer de massacrer le paysage. Et pour ça, du coup, j'ai travaillé à partir de cartes. Donc c'est pour ça qu'avec Mikey, donc un copain en fait, qui a réalisé ce dessin, et avec qui j'ai travaillé et qui m'a accompagné aussi pour cette conférence. Donc voilà, je vais rajouter au fil de la conférence des personnes que j'ai rencontrées. Et on a décidé de représenter une partie de cette carte avec le cadastre. Puisque les documents d'urbanisme et le travail que je faisais, je travaillais à partir du cadastre. Et donc le cadastre, 1804, cadastre napoléonien. Donc ça veut dire qu'ils étaient des arpenteurs qui ont parcouru en fait l'ensemble du territoire pour cartographier l'ensemble des champs commune par commune. Et en fait, cette cartographie, elle est liée à ce qu'on appelle une matrice. Et dans cette matrice, on retrouve un numéro de parcelle, comme ce qui est ici, avec une section qui permet de faire la référence entre la carte et puis cette matrice. Et puis on retrouve le nom du propriétaire ou des propriétaires, la surface de la parcelle, savoir si il y a du bâti ou du non bâti dessus,
si c'était un pré, un verger, une prairie, une lande. Bon, par la suite, c'est ce qui a permis à calculer les impôts fonciers. Et donc si je vous parle aussi de ce cadastre, c'est pour moi il a détruit une partie de la culture paysanne, puisqu'à partir du moment où on met des numéros en fait sur des noms de parcelles, on n'utilise plus le nom de champ et le nom d'usage qui était utilisé. Donc, je ne sais pas si parmi vous vous avez des exemples de noms de champs. Oui. Ouais. Bon, on peut y aller là. La Sens. La Sens. La Sens. Ouais. Le Mayol. Le Mayol. Cadawèdre. Le Cadawèdre. Le Moulin. C'est à côté. Ok. Les truquettes. Le Mont. Mont-Olivet. La pièce Apolline. La pièce Apolline. Apolline. Voilà. Bah oui. Le champ de la ville. Le Paty. Ouais. Le champ de la ville. La pièce champ. pointue. La pièce pointue. Bah voilà. Le Pratelin. Alors, tous les champs, ils avaient leur nom. Et du coup, comme là, ça nous référençait soit à une personne, soit le Paty, bah, un usage. Du coup, on peut supposer qu'il y a du pâturage. Le champ de l'écobu, bah, voilà, en plus, par rapport aux pratiques. Et aussi par rapport au type de paysage, si c'était le champ des nouilles, ben on savait qu'on allait retrouver plutôt une zone humide, puisqu'il y avait la notion d'anneau. Mais du coup, à partir du moment où on met des numéros, bon, ça peut nous sembler anodin comme ça, bon, ça remonte à 2 siècles, mais aujourd'hui, quand on rencontre des agriculteurs et des paysans, ils ne parlent même plus de la parcelle cadastrale, ils parlent de l'îlot PAC, donc de la politique agricole commune, l'îlot numéro 1 ou l'îlot numéro 2, mais du coup, il n'y a plus cette relation à l'usage de la terre. Donc ça c'est une... Voilà, donc on va venir sur le cadastre à plusieurs reprises aussi. Et puis quand il y a des choses comme ça pour moi qui ont été importantes, et j'ai des petites graines comme ça dans ma poche, et ben je les mettrai dans ce saladier. Parfois ça m'arrive d'oublier d'en mettre, donc vous n'hésitez pas à m'interrompre pendant la conférence et dire ouais, là ça mériterait d'en rajouter une. Et puis avant d'y aller, je voudrais vous partager une anecdote de comment j'ai appris ce que voulait dire en fait observer. Parce que moi en fait, comme je me baladais en fait depuis tout petit on va dire dans la campagne, je pensais savoir ce que ça voulait dire observer, et c'est seulement en fait quand j'ai commencé un BTS gestion et protection de la nature où j'ai appris en fait ce que ça voulait dire. Et donc j'étais au pied d'une haie et ça faisait 15 jours qu'on avait commencé la formation et devait apprendre à reconnaître cet arbuste. Et on avait reçu notre premier livre de cette formation, et je dis aussi premier livre pour moi parce que là où j'ai grandi il n'y avait pas de bibliothèque, et puis les livres avant qu'il fallait lire je les avais jamais. Et donc j'ai cherché à identifier cette... Ouais, quand il n'y avait pas de dessin, je tournais les pages. Et là, il y a le prof qui se rapproche de moi. Et maintenant, tu vas apprendre à reconnaître les arbres. Ok. Ça va bien se passer, ça fait 15 jours. Et il me dit, qu'est-ce que tu vois? Ben, je vois pas. Non. Qu'est-ce que tu vois? Ben... Mais qu'est-ce que tu vois? Je dis, ben, il y avait des feuilles qui étaient là. Il dit, oui. Qu'est-ce que tu vois? Ben, elles devaient être opposées, puisque, voilà, on voit le départ des bourgeons qui sont ici. L'un en face de l'autre. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Qu'est-ce que tu vois? Ben, le rameau, il est vert. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Ben, il n'est pas totalement droit. Il est un peu courbé. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Qu'est-ce que tu vois? Ben, il y a des petites verrues sur le rameau. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire d'autre? Qu'est-ce que tu vois? Donc là, dans celui-ci, en fait, il y a une moelle là c'est mou à l'intérieur. C'est pas dur.
voyez, qu'est-ce que tu vois? Et ainsi de suite. C'était une éternité à chaque fois. Et puis à la fin, il finissait par nous raconter en fait une petite histoire, une fois qu'il nous avait donné le point de détail qui nous permettait, le point de détail ou les deux points de détail qui permettaient de reconnaître cet arbuste. Et oui, je l'ai entendu, du coup c'est du sureau. Et donc le point de détail qui était là, c'était le fait qu'il y ait une moelle en fait qui est souple à l'intérieur, et puis les verrues aussi qui sont assez caractéristiques de cet arbuste. Et puis l'histoire qu'il nous racontait par rapport au sureau, c'est qu'on pouvait en faire de la limonade avec des fleurs, ou un apéro aussi, et puis récupérer les fruits, etc. Pour pouvoir faire du sirop et ces choses-là. Et c'est à partir de ce moment-là, waouh. Ok, en fait je ne savais pas regarder, et pas observer. Et dans ce monde en fait où il faut tout le temps aller plus vite, et ce rapport, et ça a vraiment questionné chez moi cette rencontre et cette définition, ce rapport au temps et à la durée, auquel aussi on va partir en compte lors de cette balade. Et du coup de prendre son temps, d'observer et de se réapproprier un temps long, aussi bien par rapport à son histoire que par rapport à la suite et au combat à mener par rapport au système. Donc voilà, on a un peu tout ce qu'il nous faut, une carte, les graines pour semer notre chemin, et puis on va observer. Donc le premier village dans lequel on va aller, ça va être au lieu-dit, on va arriver au lieu-dit le Plessis. Donc le Plessis, ça vient de plessage, et donc le plessage c'est l'action en fait d'entailler des jeunes branches au niveau d'une haie et de les entrelacer les unes avec les autres en rajoutant parfois des piquets pour faire une barrière et une clôture naturelle. Donc cette technique s'est surtout développée au XVIe siècle, mais elle existait aussi avant, et ça c'est un travail que Noël Pouplin qui a fait un travail sur le Plessis sur une commune de Cerizay sur le nord de Sèvres, qui a mis en évidence en fait que sur ce lieu du Plessis, quand on regarde le cadastre, c'est une parcelle qui est ovale et avec des chemins qui partent de cette parcelle-là. Le nom de cette parcelle c'est le champ d'antan. Et en faisant des fouilles et des recherches, ils ont retrouvé des traces en fait d'emplacement de vieux pieux autour de cette parcelle, et c'est ce qui était utilisé par des seigneurs pour pouvoir faire du plessage mort, c'est-à-dire qu'autour de ces pieux il y avait des branchages pour pouvoir se défendre d'éventuels assaillants. Et donc ça c'est le Plessis mort, et puis l'autre c'est le Plessis vivant lorsqu'on entaille les haies. Et si avec Mikey on a aussi décidé de s'arrêter on va dire au massif armoricain, c'est qu'en effectuant un travail de recherche sur ce Plessis et sur la toponymie, donc en France il y en a plus de 6500, et quand on le cartographie, il y en a 80% qui se situent dans le Grand Ouest, on va dire, de la France, et qui sont souvent reliés à des lieux de châteaux ou de manoirs. Si il y avait des gens d'Angers, peut-être le Plessis-Gramoire, etc. Et ben on le retrouve ou en Bretagne, Argentré du Plessis, et à chaque fois il y a un château qui est lié par rapport à cet aspect historique sur la toponymie. Et donc si je vous parle de Plessis, c'est parce que aussi c'est en lien d'un point de vue historique de comment justement les seigneurs et la bourgeoisie au XVIe siècle en fait se sont accaparés les terres, et on est passé de ce qu'on appelle de la veine pâture à l'enclosure. Donc la veine pâture c'était des communs, comme il existe encore un petit peu dans certains endroits, où en fait c'était des paysans qui mettaient leurs 2 vaches, leurs 5 vaches, leurs 3 vaches, ils se mettaient d'accord sur comment est-ce qu'ils allaient gérer ces communs, et ils les mettaient pendant le printemps, l'été, sur ces terres-là. Et l'enclosure, ça a été l'action en fait de s'accaparer ces terres-là et de former des enclos, alors soit avec des murets ou avec des haies. Et donc ça c'est quelque chose qui a commencé notamment en Angleterre à partir du XVIe siècle. En fait, suite
à la découverte des Amériques et du commerce triangulaire, il y a eu une forte demande au Portugal et Espagne de laine. Et du coup, en Angleterre, certains bourgeois ont chassé des paysans qui avaient justement 2-3 moutons pour pouvoir s'accaparer ces terres-là et avoir une production en fait de laine sur des grandes surfaces. Et donc voilà, c'est comme ça que ça continue et au fil des siècles ça a progressé pour arriver au bocage qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est-à-dire un réseau de haies denses avec ou sans talus et où il y a à l'intérieur des prairies ou des cultures. Et le plissage permettait de contenir les animaux à l'intérieur des prairies pour pas qu'ils aillent soit chez le voisin ou dans le champ de culture. Et donc moi j'ai appris à plisser grâce à Jackie et quelques personnes que j'ai rencontrées dans l'association où je travaillais avec des anciens. Et ça il y a une dizaine d'années. Et lorsque j'ai appris à plisser, après ça m'a permis en fait d'aller à la rencontre d'autres personnes qui sont dans le Morvan, Pays Basque, dans les Flandres, en Belgique et autres, en Hollande, où ils pratiquent aussi eux leur technique de plissage, puisque c'est quelque chose, en fait, il y a Georges Muller qui a écrit, qui a dévoué sa vie à chaque fois qu'il partait en voyage, il allait à la rencontre de gens et du système d'enclosure qui s'est mis en place en fait dans l'ensemble de l'Europe. Et donc il a écrit 2 bouquins sur toutes les techniques différentes d'enclosure. Et à travers ça, on s'est retrouvé une fois chez Monsieur de la Marche. Bon, il n'habitait pas le lieu dit un Plessis, mais ça aurait pu emporter le nom par rapport à son nom. Et en fait, on était les uns et les autres en train de plesser. On avait une vingtaine de mètres, du coup il y avait des Hollandais, des Anglais, des gens du Morvan, etc. J'étais le seul jeune, on va dire, par l'âge, parmi toutes ces personnes. Et puis, au milieu d'après-midi, il y a ce monsieur de la Marche qui me prenait un peu pour ses petits valets, qui allait refaire les limites de son domaine, qui s'approche à côté de moi et puis qui me dit « Mais pourquoi vous vous intéressez au plissage? Regardez autour de vous, avec des anciens. » Et donc je continue à plisser. Et donc je passe de l'autre côté de la haie par rapport à lui. Tout en plissant, je dis c'est pour délimiter en fait la limite en fait entre votre monde et puis mon monde. Et je continue de plisser. On s'est pas reparlé du reste de la journée. Il y a eu un froid. Et pour moi, c'est la symbolique que je mets derrière le plissage aujourd'hui. Et aussi à travers cette conférence, c'est-à-dire c'est le rapport de force entre ces urbanistes et les ruraux, et puis de quel côté de la haie on se situe. Est-ce qu'on la chevauche, et puis de quel côté on passe, et de quel côté on chemine autour de ce plissage, et c'est en aucun cas, pour moi, la notion de plisser, de délimiter ma petite propriété et faire le petit tour de ce qui m'appartient. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite aussi par rapport au plissage, c'est lorsque j'ai appris à plisser, il fallait toujours que ça finisse par une engueulade. Parce qu'en fait on plisse souvent à deux, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et on n'est jamais d'accord en fait sur là où est-ce qu'on veut plier la branche, où est-ce qu'on veut l'accrocher, etc. Et donc, bon, le début de journée, on arrivait encore à s'accorder sur comment est-ce qu'on voyait les choses, mais à la fin de la journée, voilà, avec le fait que ce soit aussi éprouvant physiquement. Et puis à la fin, on dit, aussi, les uns et les autres, ne voulaient rien lâcher sur comment est-ce qu'ils voyaient les choses. Et donc pour moi, ça, c'était aussi une chose importante, dans la mesure où, en fait, c'est l'homme, là, les paysans, qui façonnent le paysage. Donc c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de culturel. Et qui se transmet en fait, comme ça, de génération en génération, également. Ça, je rajoute aussi une graine pour ça. Et ça, c'est développé comme ça, et ça a contribué à l'embocagement et à façonner l'ensemble du paysage. Il y a aussi une loi
qui a participé à cet embocagement. C'est ce qu'on appelle la loi du partage, qui est de 1850. Donc avant cette loi de partage de 1850, il était appliqué ce qu'on appelle le droit des aînés. C'est-à-dire que c'était l'aîné de la famille qui allait reprendre les terres de la ferme, et ainsi de suite. Et à partir de 1850, lorsqu'il y avait un héritage, s'il y avait 3 enfants dans la famille et puis qu'il y avait 3 hectares, il fallait 1 hectare pour chaque enfant. Sachant que si en plus dans ces 3 hectares il y avait des terres qui étaient plutôt humides, d'autres séchantes et puis d'autres profondes, pour que ce soit équitable pour les 3 enfants, on redécoupait aussi à chaque fois les parcelles pour que ce soit bien équitable. Et donc il y a eu beaucoup de plantations de haies, aussi suite à cette loi du partage. Et on en retrouve encore des traces dans le paysage, puisqu'ils plantaient des haies avec une seule essence. C'était des haies monospécifiques. Donc, je ne sais pas s'il y en a certaines ou certains d'entre vous. Je sais qu'il y a des géomètres qui connaissent aussi cette histoire-là et qui s'en servent sur le terrain en termes de repères. Non, c'est pas du charme. C'est pas des frênes non plus. Il faut que ça fasse une limite. Noisetier. Donc, noisetier, non. Pour faire des limites, il faut que ce soit... Ouais, il est épineux. Ouais. C'est pas hérancier. Je peux vous donner un indice si vous voulez. C'est pas le prunelier. Ouais, c'est l'aubépine. L'aubépine ou l'épine blanche. Suivant voilà, les noms. Et pourquoi ils ont choisi l'aubépine? C'est parce que l'aubépine, ils avaient observé qu'elle ne rajeunit pas. Et puis symboliquement, après, il ne faut pas l'arracher non plus d'un point de vue. Elle est sacrée. Mais ne rajeunit pas. Ça veut dire que ne rajeunit, c'est-à-dire que vous avez votre brin d'aubépine, vous avez le niveau du sol, et à partir des racines, il ne va pas y avoir de rejet. C'est-à-dire que là où vous la plantez, les uns à côté sur votre ligne, eh ben, ça va pas, elle va pas se déplacer. Ouais, parce que je ne vous ai pas dit aussi, en fonction de comment on place, on peut grappiller du terrain chez l'autre. Ouais, c'est comme ça que par rapport au travail que je faisais par rapport au PPR, eh ben, on retrouvait des haies qui étaient droites sur le cadastre, mais en fait quand on allait sur le terrain, elles faisaient des ventres mous. Puis quand on causait avec les agriculteurs paysans, ils nous racontaient les histoires, les conflits entre familles. Et donc c'était des haies d'aubépine qui étaient plantées, et on les retrouve quand on voit ces haies d'aubépine sur le cadastre et qu'on regarde de chaque côté, et ben on voit que les surfaces sont identiques, quoi. Et donc Marcel, qui habite dans le nord de Sèvres, il témoigne, lui son grand-père jusqu'au milieu des années 20, ont planté des haies d'aubépine suite à un héritage et un partage des terres au sein de sa famille. Et ces haies d'aubépine aujourd'hui, c'est interdit d'en planter. Enfin, c'est interdit d'en planter. C'est soumis à forte dérogation, suivant d'un département à l'autre. Il n'y a pas les mêmes réglementations précisément, mais il y a des arrêtés préfectoraux au niveau des départements pour interdire ou soumettre à dérogation l'aubépine. C'est-à-dire que si nous on en faisait des programmes de plantation avec l'association là où je travaillais dans le nord de Sèvres, et sur les Deux-Sèvres, ça veut dire que si on plantait de l'aubépine, il fallait la suivre pendant 10 ans pour savoir en fait si elle n'allait pas développer ce qu'on appelle le feu bactérien. En fait, l'aubépine, elle est de la même famille que les pommiers, c'est une rosacée. Et ça veut dire qu'en fait, donc là, ça a été interdit depuis le début des années 90. Si les pommiers industriels, je ne sais pas si vous... Petite histoire. Pas petite histoire dans l'histoire, mais petite histoire. 1962, politique agricole commune, loi d'orientation agricole, qui, je ne vais pas faire toute l'histoire, il y a une conférence de Marc Pion du tracteur Alan qui traite très bien tout ça, et voilà, il y a fouillé par rapport à ça. Mais une petite anecdote par rapport à ça, Edgar Pizzani, ministre de l'Agriculture sous De Gaulle, qui a cassé sa pipe il y a quelques années, vous pouvez retrouver un petit enregistrement sur France Culture, sur comment il revient sur l'ensemble de sa carrière, avec des sanglots dans la voix,
où il revient sur toute la merde qu'il a fait, parce que c'est cette politique agricole commune, là, à partir de 62, qui a planifié l'ensemble des remembrements, aménagements fonciers et disparition des 75% du linéaire de haies qu'on retrouvait sur le territoire métropolitain. Et dans ces linéaires de haies, on parle rarement aussi de tous les vergers et les arbres fruitiers qui étaient associés. Et donc si je vous raconte tout ça, c'est aussi parce que dans les années 70-80, c'est là où il a été replanté, justement ces vergers industriels qu'on peut voir là, qui sont voilà, alignés avec une forte densité, avec des arbres qui vont fleurir en même temps, la même variété. Et donc si ces pommiers industriels étaient malades, c'était à cause des aubépines qu'il y avait partout dans le paysage. Ah oui. Ouais. Et donc c'est face à un lobby arboricole que l'aubépine a été interdite de planter. L'aubépine, on le retrouve aussi dans la toponymie sous la forme de l'ébopin. Je ne sais pas si ça cause à certaines d'entre vous. À ne pas confondre avec l'autre lieu-dit qui s'appelle l'épinet, qui est lié, lui, au prunelier, l'épine noire. Et donc face à cette disparition de toute cette culture et de toute cette richesse autour de ces vergers, eh bien, ça m'a permis de rencontrer aussi Monique et Claude. Monique et Claude, qui sont devenus des amis, ils ont plus de 80 ans aujourd'hui, et qui sont pépiniéristes, et qui ont été pépiniéristes de génération en génération. Et lui, dans ces années, justement, en 70, avec des camarades, ils ont parcouru, en fait, c'était en Vendée où ils se situaient, avant que ces vergers disparaissent et soient détruits, ils ont prélevé et ils ont fait des vergers conservatoires pour pouvoir sauvegarder l'ensemble des variétés qui étaient présentes localement. Donc en France, pour vous donner quelques représentations, il y a plus de 1000 variétés de pommiers, alors qu'aujourd'hui, quand on va à la grande surface, on retrouve seulement une dizaine de variétés de pommiers. Donc il y a cette perte au niveau de la diversité, mais aussi de la part des lobbies arboricoles, le fait de s'accaparer aussi le monde du vivant et de casser l'autonomie des gens, parce que en fonction de ces variétés, elles étaient adaptées au sol, au climat et puis au mode de conservation et d'utilisation de ces fruits. Et donc avec Monique et Claude, ils ont créé ces vergers conservatoires dans les années 70-80, et moi je les ai rencontrés au début des années 2000. Donc ces vergers, ils commencent à avoir une trentaine d'années, et puis ça fait un petit peu... il y en a 2 de cette variété-là, 2 de celle-ci, 2 de celle-ci, ça fait un peu cimetière en fait, ça fait le musée quoi. Et on se dit, c'est pas très vivant en fait, cette histoire-là. Et donc, comment est-ce qu'on peut imaginer de redonner vie à tout ça? Et donc à partir de là, en fait, ils ont multiplié ces arbres fruitiers, et ça a permis d'en replanter et de lancer un programme en fait, de replantation, et notamment aux entrées des fermes et villages. Et donc là-dessus, quand on a proposé, il y avait une proposition de replanter de 1000 arbres fruitiers hein, sur le nord de Sèvres. L'opération elle a été foudroyante. En 6 mois, tout le monde avait souhaité participer à ce programme. Et là, on a été un petit peu surpris de comment l'écho comment ça avait répondu. Donc il y avait les gens qui étaient des paysans qui étaient proches, ils avaient tout de suite compris, en fait, proches de l'association, ils avaient tout de suite compris tout ce que ça pouvait, de tout ce que ça comportait en fait de replanter ces arbres fruitiers par rapport à ces vieilles variétés, de les adapter, de retrouver une autonomie, et puis de casser ce musée et puis de pouvoir l'ouvrir à tous. Et puis ça a permis aussi d'aller chez des agriculteurs qui sont plutôt hostiles à l'arbre, plutôt arrachés, mais comme ils voyaient leur intérêt souvent personnel avant l'intérêt général, comme là on leur proposait des fruits, ah oui, je vais avoir des fruits en fait dans 4-5 ans, donc oui ça m'intéresse de replanter quoi. Et c'était par un bout par lequel en fait on arrivait à rentrer aussi avec eux et d'entamer la discussion de leur rapport en fait à l'arbre.
Et puis par la suite de dire, bon ben, on peut peut-être aller plus loin et puis de replanter. Et donc c'est cette différence voilà, entre les paysans et agriculteurs qui était mis au travail à travers la symbolique du fruitier. Et puis de fil en aiguille, bah, c'est bien nos histoires, mais mine, on va pas faire la révolution avec ça, quoi. Et comment est-ce que on pourrait passer encore un palier un petit peu au-dessus? Et puis bah, il dit, bah, maintenant ça fait 20 ans qu'on plante des haies, on mettait des pommiers, des poiriers sauvages, ça peut servir de porte-greffe. On a des vieilles variétés qui sont un peu disséminées partout, donc maintenant bah, on peut récupérer ces greffons et puis retourner sur ces haies et puis greffer, et puis comme ça, passer à l'étape suivante, quoi. Ouais, donc là on était 6 ou 7, trop contents de notre idée. Puis ben ouais, mais qui s'est greffé là autour de la table? Merde, personne. Donc là c'est le moment fil rouge de la conférence gesticulaire, il y a un record à battre, par où je passe, du nombre de personnes qui savent greffer dans la salle. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ceux qui savent greffer. Ou greffer n'importe quoi. Bah, savoir greffer, quoi. 1, 2, 3, 4, oui, on se rapproche. C'est 5 à battre. J'en vois une. Levez bien la main parce que je vois 1, 2, 3. Eh ben non, ça ne sera pas aujourd'hui. 4. Il y a un qui hésite, 5. Ouais, qui a essayé déjà? Vous tentez ouais. Ah, je vous ai pas. Ben, vous égalisez le record. Mais c'est assez catastrophique, je trouve que c'est... Ben, c'est ça partout en fait. Et c'est souvent plutôt 0, 1 personne. Comme nous, autour de cette table, on était pas savoir par quel bout de prendre le truc, quoi. Donc heureusement, il y a encore des gens qui ont ce savoir. Et puis nous, ben, on est allé voir François Jean. Par les réseaux, c'est bon, ouais, on est allé voir François Jean, il dit, ben, et puis bah, hop, on a fixé une date, et puis on s'est mis une journée de greffe, on était tout énervé ici, on a greffé. On avait tout autre matériel, tout neuf, tout chez tout le monde. Puis ben, François Jean, il arrive. Puis ben, on y va, tu vois. Allez prendre le café d'abord. On a passé la matinée à table à boire le café. C'est pas là qu'on va prendre la greffe. Et là, il nous a raconté, lui, eh ben, sa relation et son rapport au greffage et comment il avait appris justement au bout de la table, à 10 ans, avec son grand-père, et comment il s'amusait avec ses copains sur le chemin de l'école à greffer tout et n'importe quoi à toute saison. C'est seulement après un bon repas qu'on a greffé l'après-midi. Et donc là, on a boutiqué tout ça. Et puis, donc à travers ça, bon, c'est une petite histoire et tout ça, mais pour moi, en fait, si je reviens en fait à l'arrachage, destruction qui s'est opéré des années 50 à 2000 et qui continue aujourd'hui, ce qu'on voit en fait, c'est l'arbre qui a été arraché, le verger. Mais ce qui est encore plus pernicieux, c'est en fait toute l'attaque auprès de la culture paysanne, des savoir-faire et de l'autonomie derrière qu'elle permet, qui est attaquée avec la destruction du paysage. Et donc là on a continué, puis bah, maintenant il y a à la période de prélèvement des greffons, et ben, une petite équipe à en avoir régulièrement dans nos bagnoles, et puis à s'échanger, et puis essayer comme ça petit à petit de poursuivre ce travail. Et puis là pareil, quand on regarde dans la toponymie, eh ben, on retrouve énormément de lieux-dits qui sont raccrochés aux arbres fruitiers. Donc il y en a des faciles, j'en ai quelques-uns qui sont là. Il y a la pommeraie, qu'on peut retrouver. Le poiron. Donc le poirier. La coudraie. Ça c'est des lieux-dits aussi. Donc c'est l'ancien nom du noisetier, le coudrier. Je ne sais pas si vous en connaissez, vous aussi, par chez vous, des lieux-dits qui sont raccrochés qui se rapprochent par rapport aux fruitiers. Cerisay. Ouais, cerisay, merci. Prochain. Enfin, voilà.
Et puis tout ça pour qu'on arrive en fait à cette allée de château. Et cette allée de château, c'est l'allée de château de Monsieur de Farcy. J'ai changé aucun nom de toute la conférence. Et donc cette allée de château, comme je vous disais en introduction, j'allais à la chasse avec mon père à partir de 10 ans. Et il y a un endroit en fait où j'avais pas le droit d'aller. C'était chez Monsieur de Farcy. En gros, chez les paysans, les bourgeois, les boucles, sur la petite ferme, vous pouvez y aller, mais vous ne pouvez pas aller au château. Puis comme je suis un peu têtu, à longue de demander, à 12 ans, j'ai eu le droit d'y aller. Et là, donc on s'était rejoint avec les copains de mon père. Et puis, du coup, on se pointe on prend l'allée du château, puis on se pointe dans la cour. Et puis là, il y a ce monsieur de Farcy en haut de son perron qui nous attendait. Avec la casquette en velours, habillé des potes, qui descend son perron. Pas jusqu'en bas. Et là, je vois mon père et ses copains s'approcher de lui. Bonjour, monsieur le comte. 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 Bonjour. La journée de chasse se passe. Et puis, même scène le soir. Toujours sur sa avant-dernière marche. Et puis avec à côté de lui des cocottes. Alors, ce que j'appelle maintenant des cocottes, mais en gros c'est les faisans que vous lâchez le matin, que vous retrouvez dans la journée. Parce que c'était pas concevable pour Monsieur de Farcy que ses invités repartent sans rien, quoi. Je sais pas si je voulais pas vous raconter toute la journée, mais si vous avez vu le sketch des inconnus, le bon, le mauvais chasseur, la galinette au sang mêle, et ben c'était pas très loin de ça. Ouais, parce qu'en fait, en milieu d'après-midi, il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Donc c'était pas, là encore une fois, concevable pour Monsieur de Farcy qu'il y en ait qui repartent sans rien, quoi. Donc ils avaient gardé des caisses de côté. Et ça avait fini en fait de l'autre côté du château, avec la vallée et puis la forêt de chaque côté, avec une personne qui était mandatée pour faire lâcher et puis faire le baltard. Et puis il y avait le chien de Monsieur de Farcy qui allait chercher, qui les ramenait, et puis tour au suivant comme ça. Ce qui a fini par avoir le compte pour tout le monde. Et donc, on était le soir et il remettait comme ça. Ouais. Après que j'ai raconté ça à mon père, j'ai dit que j'allais en parler lors de la conférence, il a rajouté qu'en fait, lui aussi, en opposition avec ses copains, lorsqu'il est faisant, il s'était accordé en fait pour énerver un petit peu Monsieur de Farcy. Il continuait de tirer même quand le faisant était mort. Et donc il remettait ce Monsieur de Farcy sa cocotte, et puis là, les copains de mon père, puis mon père, merci, au revoir monsieur le comte. 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 Alors à moi, ils ne me remettaient pas de cocotte parce que c'était une par famille, mais au revoir. Donc on monte dans la bagnole, on sort de l'allée du château, on prend la route, et puis là mon père dit « Qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui? Pourquoi t'as pas dit au revoir, bonjour et au revoir, monsieur le comte ?» Alors, moi, je parlais pas beaucoup, je parle pas beaucoup, non, sauf là, je me présente devant vous, mais quand j'étais tout petit, je parlais surtout aux arbres et à mon entourage, mais pas la parole. Donc, on avait fait tout le reste du chemin sans réponse et sans réaborder la chose. Et ma première expérience de théâtre, ou en tout cas de scène, avant la conférence gesticulée, c'était en CM2, lorsque, vous savez, le truc à la fin de l'année, là, et puis il y a l'institut qui a dit bon, Kevin, je te vois bien avec Caroline, vous ferez le lion et puis la lionne, puis vous mettrez de chaque côté un potiche. Donc à travers tout ça, voilà, j'avais pas conscientisé de quel côté de la haie je me situais
quand j'avais 10 ans, et bien plus tard. Et puis, du coup, la deuxième chose de cette anecdote, c'est que de prendre la parole et de dire comment on voit les choses et d'ouvrir sa gueule, c'est du bon. Et donc, si je vous raconte aussi, c'est... Ah oui, il faut que je vais rajouter mon père. Georges. Et donc, si je vous raconte tout ça, c'est aussi autour du château, il y a souvent un paysage de forêt. Et là, j'aimerais vous partager un travail que Geneviève Michon, elle a écrit un bouquin, c'est Les agriculteurs à l'ombre des forêts, qui a fait tout un travail sur la forêt et des usages de la forêt. Et notamment, elle est sur l'histoire des gardes forestiers. Et elle est remontée jusqu'à 1290. C'est les dernières traces. C'est les premières. C'est là jusqu'où elle est remontée, des traces d'institutions en fait où à partir que les gardes forestiers, je vais y arriver, ont été mis en place. Et en fait, il y avait un conflit d'usage entre seigneurs, bourgeois, urbanistes et les paysans sur l'usage de la forêt. Et certains d'un côté, ils voulaient notamment chasser, et puis de l'autre côté, il y avait des usages, de multiples usages, d'affouage, voilà, c'est Hervé aussi qui en parle dans sa conférence gesticulée sur Rural 2. Donc tous ces droits d'usage, et il y avait un conflit en fait entre les paysans et ces urbanistes. Et pour pouvoir régler en fait ces conflits, eh bien, il était mis en place ces gardes forestiers, donc comme son nom l'importe, de garder la forêt. Et donc ça a été mis en place pour garder les privilèges des dominants face aux dominés. Donc il s'en est suivi en fait plein de conflits par la suite, au fil là aussi des siècles. Et quand on fait l'histoire de ces gardes forestiers, aujourd'hui, on a une trace de cette histoire. Donc je vous passe toutes les dates et les modifications, mais c'est aujourd'hui on arrive en fait à l'ONF, l'Office National des Forêts, qui n'a pas simplement la mission de garder la forêt, aussi de la gérer, mais la trace de cette histoire, c'est qu'il porte l'uniforme. Si je vous dis ça, c'est pour ça que si je les appelle les monsieur uniformes, parce que pour moi c'est une pièce aussi du système capitaliste, c'est que les gardes, la police, on l'appelle en anglais, est au service d'une certaine manière à garder les privilèges des dominants face aux dominés. Et à chaque fois qu'il y a besoin de les protéger, ils interviennent. Donc pour moi, quand je vais en forêt, c'est aussi toute cette histoire à laquelle je suis raccroché. Et puis une autre anecdote autour de la forêt, c'est moi j'ai grandi près de la forêt de la Guerche de Bretagne, donc à peu près par là géographiquement, même si vous avez bien compris que la carte, c'était un peu de casser les codes aussi de la carte et de la géographie. Et donc dans cette forêt de la Guerche de Bretagne, c'était un peu la balade aussi dominicale qu'on avait l'habitude de faire, et on allait au chêne à la Vierge. Chêne à la Vierge, il faut que vous imaginez un chêne balèze sur plus de 6 mètres de haut, avec une cinquantaine de vierges. On voit plus le tronc, quoi. Des vierges partout. C'est grand comme la Seine, avec des vierges encore partout. Et c'est là-bas où on allait se balader, on faisait le tour, on revenait. Et donc j'ai ramené ici ce qui est écrit au pied de ce chêne pour vous partager cette histoire. Donc qui s'appelle le chêne à la Vierge. Je vais boire un coup avant. D'après la tradition, des Bleus à la recherche en 1792 d'un prêtre caché vers Fontaine-Couverte rencontrèrent une jeune fille au pied d'un chêne qui refusa de leur indiquer où se trouvait le refuge de l'ecclésiastique. La République accordait en effet une forte récompense pour chaque prêtre ramené mort ou vif. Furieux du silence de la jeune fille, ils la fusillèrent au pied de l'arbre, dans les branches duquel était placée une statue de la Vierge. Depuis lors, ce chêne est l'objet de la dévotion populaire où les fidèles déposent dans le tronc de ce chêne des statuettes de la Vierge. Ok. Bon, une
fois ça, qu'est-ce qu'on fait? Un autre travail que Noël Pouplin aussi a travaillé, c'est sur la symbolique autour du chêne. Et quand on recoupe cette histoire en fait avec plein d'autres, il y a de nombreuses histoires dans le Grand Ouest autour du chêne et de la symbolique de cet arbre. Et notamment là, je travaille et je vais vous lire un extrait d'un article de Jean-Loïc Lequellec, dont je vous parlais aussi tout à l'heure. C'était où Jean-Loïc? Là. C'est un extrait d'un article qu'il a écrit, Le chouan dans le chêne et l'arbre sur la tombe. Et c'est suite, et Noël Pouplin a retrouvé les mêmes archives. C'est sur l'histoire d'une chapelle qui s'appelle la chapelle de Beauchêne, proche de la commune de Cerizay. Et donc, voici les archives. En 1811, un rapport du sous-préfet de Bressuire au préfet Dupin sur la métairie de la Vieille Cour, à 500 mètres au sud de Beauchêne, là où il y a la chapelle, reprendra presque les mêmes termes en mentionnant là l'existence d'une secte d'idolâtres qui se réunissent pour honorer les arbres. En d'autres mots, c'était des lieux de culte païens qui ont été récupérés par la religion catholique pour les casser la symbolique et les lieux de rassemblement de ces endroits-là. Et quand on complète ce travail-là avec la toponymie ou le nom des champs, et bien par exemple on s'aperçoit que c'est le champ de la pierre levée. Et donc là encore pour moi, c'est une forme sur la culture paysanne et comment est-ce qu'elle a été attaquée aussi par la religion. Et donc la forêt, c'est aussi pour moi toute cette histoire de notre histoire, de notre grande histoire et autour du paysage. Et puis une dernière chose sur la forêt, c'est la rencontre avec Josiane et Gilbert. Donc Josiane et Gilbert, c'est pareil, c'est des gens qui ont 80 ans à peu près aujourd'hui. Et c'est le jardin des fraternités ouvrières en Belgique. Je vais vous raconter rapidement leur histoire. C'est des gens en fait à 50 ans qui ont été licenciés en fait de la métallurgie nord de la France, qui se sont retrouvés sur le carreau du jour au lendemain tous les deux avec tous leurs camarades. Comme ils disent, c'était un moindre mal pour nous, puisque les enfants ils étaient partis, ils avaient leur situation, la maison était à peu près finie d'être payée, mais ça nous interrogeait sur comment est-ce qu'on va vivre et poursuivre. Et donc comme ils étaient déjà organisés au niveau de leur usine avec des camarades de la CGT, ben, ils avaient l'habitude de travailler à plusieurs. Ils se sont assez vite organisés pour pouvoir transformer en fait leur pelouse en coin de petits jardins, quoi. Et donc là ils ont commencé à faire ça, ils se réunissaient toutes les semaines. Ils ont même aménagé un coin chez eux en bibliothèque, et puis ils utilisaient des techniques d'arpentage pour pouvoir étudier des bouquins à plusieurs. Donc arpentage en quelques mots, c'est on prend un bouquin, si on est 10 autour de la table, on se le déchire en 10 pour pouvoir se le partager. Chacun va en faire la lecture de la partie qu'il a, et puis on va prendre un temps pour pouvoir échanger et partager la lecture en fait ensuite, qui permet comme ça de pouvoir lire à plusieurs le même bouquin. Ça a été utilisé aussi lors de luttes. Eux ils avaient travaillé ça au niveau de leur syndicat, et donc voilà, c'est des modes d'organisation pour pouvoir lutter le jour où il arrive des gros pavés par exemple, où il faut pouvoir étudier une loi, etc. Ben, au lieu d'être chacun chez soi, ben, on peut se le taper se le coltiner à plusieurs et pouvoir l'échanger comme ça. Et ça permet aussi à ceux qui ne savent pas lire ou autres de participer aussi par exemple aux discussions. Donc ils ont fait ça pour pouvoir s'organiser. Et puis de fil en aiguille, leurs résultats étaient plutôt médiocres. Et ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi, quoi. Et là c'est grâce à la rencontre avec des agronomes où ça a fait clic dans leur tête. Ils se disent, mais comment ça se fait que le milieu forestier, c'est le milieu forestier qui produit le plus de biomasse par rapport à un champ, scientifiquement, quoi. Alors que dans le milieu forestier, on n'apporte pas de fumier, pas de
d'herbicides, pas d'engrais, pas de fongicides, pas de pesticides, pas d'herbicides, enfin, tous ces trucs en hit là qui tuent tout. Et donc il y a un truc qui doit fonctionner dans ce milieu-là, qui ne fonctionne pas dans l'autre, quoi. Donc je vous passe toutes les étapes, mais aujourd'hui, en gros, chez Gilbert et Josine, ils ont commencé à planter des arbres, ils ont un jardin de 2000 m², il y a 2000 arbres. Voilà, des fruitiers, des machins, et maintenant ils commencent à plus avoir de légumes d'été, mais que de printemps, parce qu'il y a une concurrence avec la lumière. Il y a même l'Institut national de la recherche agronomique qui se sont intéressés à leur terrain, puisque en fait, ils ont des résultats extraordinaires. Donc pour vous donner quand même quelques chiffres pour appuyer ces choses-là, ils ont trouvé au niveau du sol, il y a un taux d'humus de 14%. 14% c'est énorme. Quand on est à 5-6%, c'est des terres. Voilà. Quand on descend en dessous de 2-3%, c'est du désert, quoi. C'est comme ceux qui font des tomates sur des mousses, là. C'est juste un support pour pouvoir cultiver. Et donc en fait, comme dit Josiane, on cultive d'abord un sol avant de cultiver des plantes, et puis après, de toute façon, les plantes, elles sont... Et donc c'est comme ça qu'ils ont replanté ça. Une autre différence, c'est entre la température qui est dans leur jardin, elle est 1 degré élevé, plus élevée que par rapport à celle du voisin. Rien que par rapport à la vie en fait qu'il y a là-dedans. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on agrade le sol. Comme en forêt, en fait, on agrade le sol au lieu de le dégrader et de faire de l'érosion. Et donc c'est cette question d'aggradation et de cultiver un sol avant des plantes. Et donc à côté de ça, il y en a qui ont toujours pas compris et qui continuent d'arracher et de dégrader le sol et du coup le bien commun pour les générations à venir. Et ça, c'est là où j'ai habité avant, dans le nord de Sèvres, acheté une ferme. Et il y avait 1 hectare qu'on n'avait pas acheté, et du coup, c'est l'agriculteur voisin qui le récupère. Et agriculteur, entrepreneur. Donc en une semaine, voilà, c'était au mois d'avril, la source qui était dans le milieu, comme ce qui s'est passé pendant les remembrements aménagements, la source qui est dans le milieu, voilà, elle est drainée, les champs cassés, le champ labouré, cultiver du maïs, qui n'a pas réussi à récolter après parce que c'était trop humide et ça avait tout le temps été en prairie. Et ça, c'était sous la fenêtre de la salle de bain, matin et soir. Et là, j'avais pas le courage d'aller voir cet agriculteur et lui dire comment est-ce que je voyais et ce que je pensais de ses actes. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai pris une photo. Et puis j'avais écrit un article pour interpeller les gens, se dire qu'est-ce que vous pensez de ça? Et qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture, de la paysannerie, à qui il faudrait peut-être acheter ou non nos produits? Est-ce qu'on a envie de soutenir ce modèle agricole? Donc là, après, bon, voilà, l'article il paraît. Là, j'ai continué à aller chercher une commune de 1000 habitants, quoi. J'étais pas originaire de là. Ça faisait 3 mois que j'étais arrivé. Je continuais d'aller à la boulangerie acheter mon pain. On me disait plus bonjour. Pas trop compris pourquoi, mais j'ai vite compris. Oh, ok. Et puis au bout d'une quinzaine de jours, comme on était en travaux, souvent dehors, il y a un voisin qui déboule et puis Oletaka. Ça faisait 15 jours, je comprenais pas. Oletaka. Ah, vous voulez parler de l'article? Oui, bravo, Oleta. Moi, elle a connu tous ces champs-là. Tu vois, les 3 chênes là-bas, il y avait une palisse. Puis là-bas, moi, là, on emmenait les bêtes, là. Il y avait une mare avec. Puis là-bas, pareil, la tour drainée. Puis je te raconte pas de l'autre côté de la commune, là-bas, pareil, récupère. Puis il vidait. T'as dit ouais. Il vidait. Puis au bout, je me dis, puis personne ne dit rien, quoi. Il continue, quoi. Il n'y a pas de réaction localement, quoi.
au moins on peut pas, ma petite fille, où est la femme de l'agriculteur qui le garde? Alors, à peu près 20, on va dire. Ouais. Quelle est la limite, là encore, de paissage, d'une certaine manière, avec l'acte qui est posé entre d'ouvrir sa gueule, ou de ne pas l'ouvrir, ou de voir son intérêt personnel, son intérêt général, et comment est-ce que là-dedans, et bien parfois on négocie avec soi-même, avant l'intérêt général. Donc il n'y a pas que des agriculteurs qui font ce que font... il s'appelle Tempero. Bon, je ne l'ai pas appelé Tempero dans le truc, je l'ai mis à FNSEA, parce que comme il y est... son modèle agricole. Et puis à côté de ça, il y a d'autres paysans, comme Pascal, et ben, qui font comme Josiane et Gilbert, mais eux à l'échelle de leur ferme. Et à l'échelle de leur ferme, Pascal, eh ben, il est sur une 40aine d'hectares et il a replanté 1000 arbres. Et 1000 arbres en agroforesterie. C'est un peu le schéma que vous avez là-dessus. C'est-à-dire que c'est des arbres qui sont plantés tous les 10 mètres avec des lignes tous les 26 mètres. Je fais exprès d'utiliser un petit peu des chiffres parce que c'est très cadré par rapport au matériel agricole. Et puis lui, il dit, ben, je vais reconstituer du sol en fait sur mes terres pour pouvoir les améliorer. Petite parenthèse, il appelle sa ferme la ferme des 1000 arbres. En référence à... Et donc on travaillait avec Pascal sur tout ça. Et puis en fait on a travaillé sur... ben, en fait, les 1000 arbres là que tu as plantés sur tes 40 hectares, ça représente plus d'1 hectare de libéré quand on calcule ben, les 2 mètres sur toutes les lignes d'arbres. Tu dis, ben, sur 40 hectares, tu libères plus d'1 hectare et c'est pas rien quoi. Aujourd'hui, quand on sait la difficulté pour pouvoir installer des paysans, des gens qui recherchent du foncier et qui n'arrivent pas à en trouver, ça pourrait être intéressant quoi. Et puis, bah oui, puis moi, je galère un peu à entretenir cet espace-là. Donc on pourrait réfléchir à des choses quoi. Puis là, les idées fusent dans tous les sens. Dire bah oui, on pourrait mettre du petit fruit, on pourrait cultiver des légumes pour la semence, on pourrait mettre des plantes aromatiques. Il y en a même un qui était éleveur, il dit bah moi je pourrais mettre aussi des frênes ou des choses comme ça parce que pour mon bétail. Il y a des études aujourd'hui scientifiques dans les rations alimentaires qui travaillent sur les fourrages, les bourgeons, les rameaux, sur la valeur nutritive des végétaux. Parenthèse là aussi, en 1976, lors de la forte sécheresse, les frênes, les paysans les rébranchaient pour pouvoir donner au bétail. Et puis là-dessus, il y a par exemple des vétérinaires qui témoignent que l'hiver qui a suivi, c'est là où ils ont le moins travaillé. Il y a peut-être des pistes à explorer. Et donc voilà, ça fuse dans tous les sens, et puis pareil, à la fin, on se dit, ben attends, tu as replanté des arbres. Alors peut-être remettre des plantes, des arbustes entre ces arbres. Et puis tu en as fait d'autres 26 mètres plus loin, et puis d'autres 26 mètres plus loin, et tu as replanté tout le tour de tes champs. Ben en fait, tu es en train de refaire des haies, tu refais un bocage. Oui. Mais pourquoi on dit agroforesterie alors? Ouais. Ouais. Oh mais non. Je fais de l'agroforesterie. Quand même, ça envoie un petit peu plus que faire du bocage. Ouais, c'est le progrès quoi, tout le temps. Donc là je joue un petit peu sur les mots parce que je pense que c'est important aussi de les questionner et aussi de travailler sur leur histoire et un peu comme ça des mots à la mode. Et à partir de ce moment-là, j'aime bien en égratigner un petit, qui est le mot permaculture. C'est un truc un peu aussi à la mode. Et quand on y regarde parfois de plus près, pour moi j'y vois des limites, et notamment une importante qui ne remet pas en question la question de la propriété, puisqu'on va réfléchir à son design,
sur la parcelle ou les parcelles dont on est propriétaire avec tout cet aménagement, comme si un paysage peut se réfléchir à l'échelle d'une parcelle de son petit territoire. J'aurai l'occasion d'y revenir sur cette notion de la permaculture. Et après tout ça, avec Pascal, une chose pour moi aussi que ça réinterroge, c'est ce qu'on a fini par appeler, sans vouloir tomber dans un truc de ce qui se faisait autrefois par rapport au commun, mais en tout cas avec cette nouvelle forme de bocage et de production, on a essayé de réinventer justement avec aussi les apports scientifiques que l'on a aujourd'hui, de dire ben en fait il pourrait y avoir une parcelle mais plusieurs productions, et donc avec plusieurs productions peut-être plusieurs producteurs et donc plusieurs paysans, et donc peut-être retrouver une autre définition de commun, de comment est-ce qu'on pourrait fonctionner sur ce type de ferme. Donc ça c'est d'autres également pistes à travers le travail que des gens comme Pascal initient. Et puis on va arriver vers la fin de nos paysages là, où sur cette question de permaculture, sur la partie jardin en tout cas, il est souvent évoqué aussi la notion de il faut justement des plantes aromatiques, des fruitiers, des arbustes, des arbres, et puis à travers tout ça des lianes, et c'est toute cette complexité qui fait que on est sur un endroit vivant. Oui. Oui, là on réinvente rien. Enfin, si on regarde le nom des champs aussi, puis qu'on fait un peu de toponymie, si on regarde sur les houches. Alors ici, dans le sud-ouest, je sais qu'ils parlent plus de paysages de joual ou d'autun. Mais les houches, c'était des parcelles agricoles, qui étaient souvent de haies basses, entourées de pommiers de plein vent. Et à l'intérieur de ces parcelles-là, c'était des rangs de vignes. Donc là, pareil, pas avec la même densité que les rangs de vignes industriels qu'on voit aujourd'hui. Puis au milieu de ces rangs de vignes, il y avait des pêches de vignes, des pêchers. Et puis ils étaient assez espacés en fait pour pouvoir passer avec des animaux et puis pouvoir faire des légumes de plein champ. Choux, betteraves, poireaux, etc. Et tout ça sur la même parcelle. Oui, voilà, paysage douche, c'est un petit peu aussi ce que vous avez là. Et ça, c'était des parcelles qui étaient éloignées de la ferme, puisqu'il n'y avait pas besoin de surveiller au quotidien la production de ces parcelles. Et donc là, par rapport aux ouches, ça me fait penser, moi, à ma mamie. Puisque ma mamie, elle était tout le temps dans le jardin. C'est un petit peu, comme je vous racontais, pour François Jean, il fallait passer par la cuisine pour boire le café avant d'aller faire quelque chose. Quand j'allais voir, moi, ma mamie, on passait par le jardin. Il y avait tout le temps un truc à causer et puis à partager. Et on repartait. On ne passait pas par la case maison. Il faut dire qu'il y avait un grand-père, le stéréo, l'image du bourreau au bout de la table qui fermait son couteau quand il avait fini de manger et que ma grand-mère pouvait manger. Ou que ma mère et ses frères ne pouvaient pas parler à table parce qu'ils en avaient peur. Et je ne ferai pas la liste, elle est longue. Donc ma mamie, au jardin. C'était son monde. Et donc, comme de nombreux paysans, paysannes, quand ils sont arrivés à la retraite, ils ont été obligés de vendre leur ferme pour pouvoir aller à la ville. Et donc, une des conditions de ma mamie, c'était ce qui est un jardin, pour pouvoir y aller. Et donc pour écrire cette conférence, je suis retourné voir ces deux jardins qu'elle a occupés, parce qu'ils ont déménagé une fois, parce que, vous voyez, maison avec des marges, donc ils avaient redéménagé un endroit, et puis ça ressemblait un petit peu à ça, dans la mesure où il y avait des pommiers qui étaient palissés dans le fond du jardin. Il y avait un prunier dans le milieu, et puis elle faisait ses légumes à travers tout ça. Et donc quand je suis retourné voir ces deux jardins, je n'ai pas été tellement surpris, mais tout de même, sur le premier, il n'y a plus d'arbres fruitiers. Et carré de pelouse,
avec la balançoire et le sapin de Noël d'il y a 3-4 ans et la palissade en bois avec le moindre. Ok. Voir le deuxième endroit. Ils avaient gardé les poiriers qui étaient dans le fond. Et puis là, la moitié en pelouse, la moitié en cailloux, avec la terrasse, avec la table en teck dessus. Puis l'allée avec les petits cailloux bleus, les petites ardoises concassées, les petites tuiles concassées, les petits cailloux bleus, les petits cailloux blancs, les petites tuiles concassées, les petits cailloux bleus. Et puis le palmier. Ok. D'abord de la colère. Et après, dis-moi, attends, il faut comprendre un petit peu tout ça. Et donc là, en fait, j'ai fait un travail de recherche sur le mot jardin. Déjà, ma mamie, elle disait pas jardin. Elle disait potager. Qui dit potager, dit potage. Potage, légumes, soupe. Ok. Et donc, jardin, on peut se faire des recherches sur l'utilisation des mots, notamment dans les bouquins, et puis dans la langue, comment est-ce qu'il évolue au fil des siècles. Et en fait, le mot jardin est surtout apparu à partir du XVIe siècle, en même temps que des architectes paysagistes qui ont commencé à dessiner les parcs et jardins de ces messieurs-dames, les urbanistes. Oui, ok, donc ça c'était il y a longtemps. Comment ça a évolué encore au fil des siècles pour en arriver aujourd'hui à vouloir son petit parc et son petit jardin pour pouvoir ressembler un petit peu à cette bourgeoisie. Mais quand je regarde chez mes parents, la mode dans les années 80, c'était les 3 bouleaux au milieu de la pelouse. Après, il y a eu la mode justement des palmiers, des oliviers. Et ça fait partie du... comme on retrouve, quoi, c'est de la pub, et puis il faut changer de mode tous les 10 ans quoi, pour pouvoir que ce soit un marché lucratif. Et puis il y a eu la mode de l'olivier. Il y a un très beau film qui s'appelle L'Olivier, qui raconte l'histoire d'une petite fille et de son grand-père, de comment un olivier de plus de 1000 ans de la péninsule ibérique se retrouve au milieu d'une multinationale, dans les bureaux d'une multinationale en Allemagne. Et puis aujourd'hui, pour être à la mode, il faut avoir la pelouse là, en synthétique qui se déroule et qui devient verte toute l'année. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas à la mode. Et donc c'est la compréhension à la fois de l'utilisation des mots et de leur véhiculation au fil des siècles, avec tout ce système du marché, par lequel moi j'ai compris là où on était arrivé à... Et du coup la perte de l'usage vivrier que ma mamie et mon grand-père pouvaient avoir de cet espace-là. Et de l'espace qu'ils utilisaient et qu'ils avaient... vraiment, voilà, cette évolution de l'usage de la terre. Et puis, à chaque fois pour moi c'est jusqu'où le calvaire, quoi. Parce que jusqu'où les rehausses sur notre tranquille aux urbanistes, quoi. À quand la révolution? La révolution dans le sens où, en plus, la révolution en fait c'est en plus un mot technique dans le milieu forestier. C'est un cycle d'une parcelle forestière, de son semis, de sa gestion jusqu'à sa récolte. Et là donc cette notion de cycle, moi ça me fait penser à Bernard Friot, qui est un économiste sociologue, qui dit qu'en fait les bourgeois ont mis 5 siècles à couper la tête aux aristos. Et donc la question c'est, bon, on va mettre combien de siècles pour pouvoir faire le prochain cycle pour couper la tête des bourgeois, quoi. Voilà. C'est l'image de couper la tête, je suis pas pour un peu ça, quoi. Puis après il y en aura peut-être encore un autre. Ça, pour la première chose aussi, il y a une chose que je ne vous ai pas dite aussi, pourquoi j'ai quitté l'association, c'était que travailler en association,
On faisait de nombreuses heures. Et puis à la fin du mois, c'était tout le temps galère. On n'avait pas de trésorerie pour gérer le truc. Et puis au bout de 4 ans et demi, j'aimais bien comprendre les choses. Et puis ma collègue était partie en vacances, donc j'ai un petit peu fouillé dans les comptes de l'association. Et puis là, je me suis rendu compte de choses qui étaient injustes, notamment par rapport à des histoires de frais kilométriques qui n'étaient pas... Enfin, c'était pas égaux entre elle et moi, et puis certains mois, voilà. Et donc je dis, bah, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc elle revient de vacances, je dis, bah, je vais en parler. Puis ben, voilà, elle va m'expliquer peut-être du pourquoi, du comment. Et puis là, aucune réponse, rien. 1 mois, 2 mois. Je dis, bah merde. Tu vois, je leur demande, et puis je dis, bah si tu me dis rien, il y a les entretiens individuels à la fin de l'année, bah, j'en ferai part, quoi, parce que moi j'ai envie de comprendre du pourquoi. Pas de réponse, les entretiens individuels arrivent. Et là, bah, du coup, le président et le vice-président qui sont là de l'association, je leur partage à la fin de l'entretien cet aspect. Et puis avec, moi j'avais fait les copies des fichiers, imprimés. Mais ça sous le nez, donc après c'est à son tour de passer l'entretien individuel. Au bout de 5 minutes, elle revient, elle claque la porte et s'en va. Et bon, moi ça a dû bouger un petit peu. C'était à la fin de l'année, donc les vacances se passent, le truc est un peu étouffé. Et puis au début de l'année suivante, je suis convoqué par le président et le vice-président pour dire Kevin, c'est bon, on a tout réglé. On a vu ça avec ta responsable. On n'en parle pas. De toute façon, tu comprends bien. Avec les subventions qu'on reçoit de la collectivité, le travail qu'on a avec eux, on ne peut pas se permettre de faire éclater tout ça et de faire connaître ce scandale. Là. Ok. 6 mois après, je partais. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, je dis, mais, pourquoi je suis allé tout seul en fait au carton, et que je suis pas allé chercher en fait des alliés pour pouvoir m'organiser et puis peut-être de ne pas être tout seul face à ces deux-là. Et puis que ça en reste là où ça en est aujourd'hui. Bon, je prends voilà, permettre aujourd'hui d'étayer et de vous partager, moi en tout cas, de ce que j'en ai appris de ça. Et après, pour cette révolution, moi, j'ai passé du temps aussi sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. Et ça a été un lien fort pour moi entre cette construction, cette conscientisation. Puisque là-bas, ce que je retrouve sur la ZAD, c'est un petit peu un rappel un petit peu de tout ça. Et puis aussi, ils ont su s'organiser et on a su s'organiser pour que cet aéroport ne se fasse pas. Entre des occupants sur place, des personnes qui ont toujours habité là et qui ont bataillé depuis des décennies et des décennies. D'un autre côté, il y avait des avocats qui ont travaillé sur le plan juridique, des naturalistes qui ont travaillé sur le plan des inventaires, de pouvoir faire des contre-expertises par rapport à ce qui était proposé par l'État et Vinci, qui voulaient urbaniser ces terres agricoles. Tous les comités locaux au niveau national et international. C'est toute cette organisation collective et ces différences du coup d'attaque dans la lutte, pour moi, qui a permis à ce qu'il y ait cet arrêt d'aéroport. Ça ne s'arrête pas là, parce que c'est un des slogans, c'était contre l'aéroport et son monde. Là, depuis fin janvier, c'est l'attaque contre le monde qui est défendue et qui est vécue, expérimentée par ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, qui est attaquée. Et là, on retrouve par exemple la question de l'uniforme. Vous voyez, que ce soit en 2012, l'opération César, ou là au mois d'avril-mai, la bande à Macron, pour pouvoir garder ses privilèges et sa façon de voir le monde avec l'urbanisation, ils ont envoyé l'uniforme pour pouvoir réprimer les défendeurs d'un autre monde. Et là aussi, en termes de violence, on va tout le temps parler de la violence en réaction à cette répression. Et la première violence, c'est la répression face à... C'est que de la réaction
Ça, cette oppression. Avant, il y avait, il n'y a rien. Et donc pour moi, ça c'est quelque chose de, ben voilà, d'important dans cette diversité de la lutte pour mener ce combat. Et pour pouvoir arracher de victoire en victoire, et ben comme ça, du temps et de l'espace par rapport au monde construit par les urbanistes. Ouais, parce qu'eux, ils sont pas prêts de s'arrêter. Hein. La bande à Macron, etc. Par exemple, son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et sénateur, avec son copain Jean-Michel Aulas pour pouvoir construire le grand stade de Lyon. Ils ont mené des opérations, si je reviens un petit peu par rapport au document d'urbanisme, ils se mettent d'accord sur un terrain qui est en zone agricole, donc au prix de la terre agricole. Ils font un compromis de vente. Ce compromis de vente, après, Gérard Collomb, lui, il retourne au sein du conseil municipal, fait changer le document d'urbanisme dans le PLU. Ces zones agricoles passent en zone constructive. Jackpot pour Jean-Michel Aulas, puisque comme il y a un compromis de vente d'établi sur ces terres agricoles, eh ben, il l'achète au prix de la terre agricole au lieu de la terre constructive. Et ainsi de suite, comme ça, comment ces gens-là s'organisent entre eux pour pouvoir s'accaparer des terres et construire ainsi de suite. Là, c'est l'exemple d'un stade, mais des grands projets comme ça, inutiles à imposer, il y en a pléthore. Et en plus, il y a une chose que Françoise Verchères, qui est une ancienne maire de Bouguenais, qui est très engagée au niveau de la lutte sur Notre-Dame, explique en fait la question du saucissonnage de ces projets-là. Le grand stade de Lyon, c'est une chose, mais après, si on compte d'un point de vue de l'infrastructure routière, ferroviaire, plus les zones d'hôtellerie, etc., qui se rajoutent, mais à chaque fois, c'est déjà un gros projet qui va en accumuler beaucoup d'autres. Et ainsi de suite, comme ça, par rapport à l'organisation. Et donc, par rapport à tout ça, et puis cette question de l'organisation, eh bien, après, j'ai peut-être un côté positif, mais moi, en fait, en tout cas, ce que je vois chez toutes ces personnes qui sont en noir, et avec leur acte et puis leur savoir, eh ben, c'est toutes ces initiatives qui, un jour, petit à petit, c'est d'essayer de gagner du terrain, de faire des liens, de pouvoir s'organiser. Et là, si je fais un parallèle avec le régime général de la Sécu en 45-47, avant qu'il soit généralisé à toutes et tous, eh ben, il a été conquis dans certaines branches. Et donc moi, ce que je vois en tout cas dans toutes ces initiatives, des personnes que j'ai pu rencontrer et puis qu'il y a ici et là, et ben c'est ces conquis, c'est ces conquêtes, c'est ces petites victoires en fait qui sont déjà là, ici et là, et puis de passer à cette révolution pour pouvoir le généraliser à toutes et tous. Et donc à travers ça, là où j'essaye d'y prendre ma part, et ben voilà, c'est les choses, comme à travers cette conférence GCQ, avec les choses que j'ai pu apprendre, comprendre grâce à ces rencontres, qui ont été symbolisées par les graines que j'ai pu mettre dans ce pot. Et puis ces graines, en fait, de ce que j'ai compris, je les incorpore à des boules de terre. Et donc ces boules de terre, c'est à la fois de l'humus, donc de humain, humanité, humilité, et de l'argile. Donc l'argile, c'est ce qui permet de faire ces liens entre nous à travers toute cette grande histoire. Et puis ces boules de graines, on appelle ça aussi des bombes de graines. Et c'est aussi un mouvement qui existe qui s'appelle les Guerrilla Garden. Et donc ces bombes, en fait, vous pouvez les lancer dans votre jardin, dans votre potager, chez le voisin, dans la friche, sur les ronds-points. Et donc moi, en effet, j'aime bien les lancer sur les lieux, les espaces publics, pour re-questionner, en fait, qui choisit ce qui se passe sur cet espace public, sur ce commun-là,
et comment est-ce qu'on pourrait redéfinir, en tout cas de susciter ces questions-là. Et donc à la fin d'une conférence gesticulée, il y en a une personne qui disait bah, quand tu balances ça, en fait toi tu es un terroriste. Oh. Merci. Bonsoir.